L'histoire de la musique francophone ne s'écrit pas seulement avec des notes lumineuses et des rimes poétiques. Elle a souvent été tragiquement rédigée à l'encre noire et au vin rouge. Depuis des décennies, une liaison dangereuse presque mythologique semble unir le génie artistique à l'ivresse. L'inconscient collectif a trop souvent romancé cette image du poète maudit accoudé au comptoir tard dans la nuit, persuadé de trouver une inspiration sublime au fond d'un verre. Mais notre démarche aujourd'hui se veut strictement éducative et lucide. Derrière cette mythologie de bohème se cache une réalité clinique et humaine bien plus brutale, faite de solitudes absolues, de destruction physique et de drames psychologiques. Pour les 7 immenses artistes dont nous allons décortiquer les parcours, la bouteille n'était nullement un simple plaisir hédoniste. C'était une béquille chimique, une armure liquide illusoire pour affronter la violence du monde, l'anxiété chronique et la pression dévorante de la célébrité. Ils ont cherché dans l'ébriété une manière de faire taire leurs angoisses vertigineuses. Mais à quel prix ? Pour ouvrir ce bal des écorchés, il est indispensable de regarder vers l'incomparable géant Jacques Brel. Brel n'était pas un chanteur au sens classique du terme. C'était un volcan en éruption permanente, une force de la nature qui consumait la scène. Lorsqu'il se produisait, il ne se contentait pas d'interpréter ses textes. Il vivait littéralement chaque mot, comme si c'était le dernier terminant ses concerts en nage, le corps totalement vidé de toute substance vitale. Mais derrière cette énergie surhumaine et ce don de soi total se cachait une consommation d'alcool et de tabac effrayante, un carburant toxique qu'il jugeait nécessaire pour maintenir sa propre machine en sur-régime. Jacques Brel avait une sainte horreur de la tiédeur de la prudence et de la vie bourgeoise étriquée où l'on compte ses jours en épargnant sa santé. Pour lui vivre, c'était brûler intensément quitte à ne laisser derrière lui que des cendres. Il s'imposait un rythme de tournée totalement inhumain, enchaînant jusqu'à 300 concerts par an. Et après l'épuisement monumental de la scène, les nuits se prolongeaient invariablement dans des libations interminables où la bière et le vin coulaient à flot jusqu'à l'aube. L'aspect le plus tragique de son histoire et la leçon que nous devons en tirer, c'est qu'il savait pertinemment qu'il se tuait à petit feu. Les médecins l'avaient alerté à de multiples reprises. Mais face aux avertissements médicaux de plus en plus pressants, Brel répondait par un grand éclat de rire fataliste et rallumait une cigarette. L'alcool lui servait à calmer l'adrénaline vertigineuse des spectacles, à redescendre sur terre, sans s'écraser psychologiquement, mais surtout à fuir l'angoisse viscérale du temps qui passe. Il ne cherchait pas l'oubli, mais une intensité maximale acceptant l'autodestruction programmée. Cette quête d'absolu par l'excès toxique trouve un écho encore plus sombre et complexe chez un autre génie majeur qui est allé jusqu'à s'inventer un double maléfique pour justifier publiquement sa descente aux enfers. Cette quête d'absolu par l'excès toxique trouve un écho encore plus sombre et complexe chez un autre génie majeur qui est allé jusqu'à s'inventer un double maléfique pour justifier publiquement sa descente aux enfers, Serge Gainsbourg. L'histoire de Gainsbourg est probablement l'une des illustrations les plus tragiques et les plus documentées de la destruction d'un esprit brillant par la dépendance. Au départ, Lucien Gainsbourg était un jeune homme d'une timidité maladive, un peintre frustré et un compositeur d'une sensibilité inouïe, doté d'une maîtrise absolue de la langue française. Mais face à la violence de l'exposition médiatique, au sentiment constant de rejet aux complexes physiques et aux blessures intimes, il a progressivement érigé une forteresse infranchissable, bâtie de volutes de fumée de gitane et d'hectolitres d'alcool. C'est dans ces épaisses vapeurs éthyliques qu'est né Gainsbourg, ce personnage nocturne provocateur profondément cynique et perpétuellement ivre. L'alcool n'était plus seulement un anxiolytique pour l'aider à affronter la scène, il est devenu le sang noir de sa nouvelle identité publique. La leçon éducative tragique de cette métamorphose réside dans le fait que la société, le public et les médias ont d'abord encouragé, toléré et même applaudi ce monstre télévisuel, banalisant ainsi une maladie mortelle sous couvert de divertissement. Ces apparitions récurrentes dans un état d'ébriété avancé, brûlant un billet de banque devant des millions de téléspectateurs ou tenant des propos scandaleux en direct, étaient tristement perçues comme des fulgurances de génie rebelle. Pourtant, derrière l'humour grinçant, le regard vitreux et le masque du dandy décadent, l'homme sensible se noyait dans un abîme de souffrance. Le drame inéluctable fut que Gainsbourg a fini par dévorer Serge. L'alcoolisme, loin de rester un simple outil de désinhibition occasionnelle, s'est transformé en une camisole de force dont il ne pouvait plus s'extraire.
Ces dernières années furent dramatiquement marquées par une dégradation physique effroyable, des alertes cardiaques, de multiples séjours à l'hôpital et une immense solitude affective. Le poète délicat des premiers chefs-d'œuvre s'était laissé vampiriser par sa propre caricature, incapable de monter sur un plateau ou de faire face à la réalité sans avoir massivement consommé de spiritueux. Il pensait manipuler son image publique avec une ironie mordante, mais c'est bien la substance chimique qui a pris le contrôle absolu de son libre arbitre et de son corps. En étudiant le cas clinique de Serge Gainsbourg, nous sommes contraints de déconstruire totalement le mythe toxique de l'artiste maudit. Ce parcours nous enseigne crûment que l'addiction n'est en aucun cas une performance artistique ou une preuve d'authenticité supérieure. C'est une pathologie cruelle qui altère le jugement, détruit les organes vitaux et finit par effacer purement et simplement la dignité de la personne que l'on était. Gainsbourg s'est consumé sous nos yeux, prisonnier d'un rôle mortifère qu'il s'était lui-même imposé. Cette consommation systémique, visant à masquer une anxiété profonde, n'est cependant pas unique. Elle rappelle avec une discrétion bien plus élégante, mais tout aussi meurtrière, le mal silencieux qui rongeait de l'intérieur un autre géant incontesté du rock français. Bachung demeure une énigme fascinante et douloureuse. Pour le grand public, il était l'icône indéboulonnable du rock français, l'homme aux éternelles lunettes noires, à la voix de basse envoûtante, l'incarnation d'un cool absolu et détaché. Mais derrière cette carapace de cuir soigneusement entretenue, se cachait un homme rongé par une anxiété sociale dévorante, un timide maladif qui redoutait le regard de l'autre. Contrairement aux rockers exubérants qui saccagent des chambres d'hôtel dans un vacarme assourdissant, Bachung souffrait de ce que l'on pourrait appeler une addiction silencieuse. Il buvait avec une discrétion qui rendait son mal presque invisible aux yeux des profanes, mais d'autant plus pernicieux. L'alcool était pour lui un anxiolytique puissant consommé du matin au soir par petites touches régulières sans discontinuer. Il en avait un besoin clinique pour oser sortir de chez lui, pour affronter la brutalité du réel et pour libérer sa créativité lors des longues sessions d'enregistrement nocturnes, comme lors de la conception du magistral album Fantaisie militaire. Mais le corps présente inéluctablement l'addition. Associé à une consommation massive de tabac, ce cocktail toxique a méthodiquement détruit son organisme. Il y a une tragédie profondément poignante dans le destin de Bachung. Contrairement à certaines rumeurs ou erreurs factuelles qui prolongent parfois son âge, c'est bien à 61 ans et non 71 que le cancer du poumon l'a prématurément emporté. Sa disparition précoce est la conclusion logique et cruelle de cette vie passée dans les volutes de fumée et les vapeurs d'éthanol, nous enseignant que la maladie de l'addiction ne fait aucune distinction entre le génie élégant et le buveur ordinaire. Si Bachung cachait sa bouteille derrière son élégance naturelle, notre prochain exemple a initialement choisi de l'exhiber en couverture de son premier album avant de mener un combat éducatif et héroïque pour la survie. Christophe Miossec, le poète breton à la plume rocailleuse, a débarqué dans le paysage musical en 1995 avec un disque prophétique intitulé « Boire ». Durant des années, il a revendiqué cette identité d'écorché vif, titubant parfois sur scène, persuadé à tort que l'alcool était la source exclusive de son inspiration et que la sobriété le rendrait artistiquement fade. Cependant, la réalité biologique a brutalement brisé ce romantisme de comptoir. Le diagnostic médical est tombé comme un couperet terrifiant. Miossec souffre d'ataxie, une maladie neurologique dégénérative grave affectant la coordination des mouvements drastiquement aggravée par des décennies d'excès éthyliques. Les médecins ont posé un ultimatum clair: continuer à boire signifiait le fauteuil roulant immédiat ou la mort à brève échéance. Face à ce mur absolu, Miossec nous a offert la plus belle des leçons d'éducation à la santé. Il a fait le deuil de son pire ennemi. Il a dû réapprendre à vivre, à écrire et à affronter son public sans aucun filtre protecteur. Aujourd'hui, sa sobriété n'est pas une simple posture morale, c'est une victoire vitale écrasante. Il prouve de manière éclatante qu'il est possible de tuer le mythe toxique de l'artiste ivrogne pour sauver l'homme tout en continuant à créer des œuvres majeures. Cette volonté farouche de vaincre ses démons intérieurs résonne avec une intensité particulière lorsqu'on observe la trajectoire tragique d'un autre immense auteur contemporain dont la plume s'est souvent trempée dans l'amertume et qui s'est lui aussi inventé un double destructeur. Cette volonté farouche de vaincre ses démons intérieurs résonne avec une intensité particulière lorsqu'on observe la trajectoire tragique d'un autre immense auteur contemporain dont la plume s'est souvent trempée dans l'amertume et qui s'est lui aussi inventé un double destructeur.
Renaud l'Éternel Gavroche, le poète au bandana rouge et au cœur tendre, a bercé des générations entières avec ses chroniques sociales et ses ballades bouleversantes. Mais derrière le chanteur populaire, l'ami des opprimés et l'observateur au regard perçant, se terrait une hypersensibilité que le monde réel agressait violemment au quotidien. Pour anesthésier cette douleur de vivre cette angoisse existentielle et cette paranoïa qui l'isolait peu à peu, Renaud a cherché refuge dans le pastis et la bière. Tout comme Serge Gainsbourg avait laissé la place à Gainsbar, Renaud s'est laissé engloutir par Renard. Ce double sombre qu'il a lui-même nommé et théorisé dans ses œuvres les plus intimes symbolise la face abîmée de l'artiste, l'homme rongé par la dépression clinique, enfermé dans des silences interminables et noyé dans un alcoolisme devenu une prison absolue. L'étude du cas de Renaud est fondamentalement éducative, car elle illustre parfaitement le mécanisme impitoyable du cercle vicieux de l'addiction. L'alcool, initialement consommé pour calmer la peur du public, la pression du succès et la lucidité foudroyante de son intelligence, s'est transformé en un agent dépresseur massif. Au lieu de le protéger, le renard l'a emmuré vivant dans sa propre tristesse, l'éloignant de ses proches, tarissant son inspiration et le forçant à de longues années de traversée du désert, loin des studios d'enregistrement. Le drame biologique et professionnel de cette dépendance s'est manifesté de la manière la plus cruelle qui soit pour un artiste vocal, la dégradation tragique de sa voix. Le timbre gouailleur, piquant et si juste qui faisait tout son charme s'est brisé, irrémédiablement usé par les toxines et le désespoir. Ses retours sur scène de ces dernières années, bien que toujours portés par l'amour inconditionnel et bienveillant d'un public fidèle qui refuse de l'abandonner, sont devenus le témoignage poignant et visuel des ravages irréversibles de la boisson. Voir cet immense artiste chercher son souffle et ses notes est un rappel brutal que la maladie alcoolique mutile le corps de manière permanente. Contrairement au mythe romantique du poète enivré, le renard n'a jamais été l'ami de Renaud. Il a purement et simplement failli l'anéantir. Renaud lui-même a souvent témoigné de cet enfer avec une lucidité désarmante dans les médias, avouant avec courage que la bouteille ne lui apportait plus aucune réponse, seulement une mort à petit feu. Il lutte continuellement, enchaînant les rechutes et les cures de désintoxication, offrant le visage d'un homme valeureux, mais meurtri à jamais par ce combat chimique inégal. Son histoire nous enseigne fermement que la fragilité psychologique nécessite des soins médicaux réels et un accompagnement thérapeutique et non le mirage mensonger de l'éthanol. Cette vulnérabilité exposée au grand jour et cette lutte constante pour ne pas sombrer totalement contrastent avec l'attitude d'autres artistes qui ont d'abord utilisé l'ivresse pour se forger une armure agressive et affronter les bas-fonds avant de comprendre qu'ils devaient impérativement dompter la bête sous peine d'en mourir prématurément. Pour Bernard de Lavilliers, dompter cette bête sauvage a été une question de survie physique et pénale absolue. Ce personnage de roman mi-aventurier, mi-boxeur s'est d'abord forgé une carapace dans les vapeurs toxiques des bas-fonds industriels de Saint-Étienne et de Lyon. Sa jeunesse s'est apparentée à une longue et dangereuse dérive éthylique. Il fréquentait assidûment les voyous, les ouvriers révoltés et les bars interlopes où l'on ne servait pas d'eau minérale. L'alcool était alors pour lui un outil viril, une armure liquide indispensable pour coller à son image de dur à cuire et pour oser vivre les histoires extrêmes qu'il raconterait plus tard dans ses textes vibrants. Il voulait incarner le héros de sa propre vie, quitte à flirter dangereusement avec la mort. Le paroxysme de cette folie destructrice fut atteint lors d'un épisode tristement célèbre, un matin à l'aube. Après une nuit d'errance et d'ivresse massive, il a menacé un chef cuisinier avec une arme factice simplement parce qu'il exigeait d'être servi. Cet acte de délire éthylique lui a valu une condamnation à de la prison avec sursis. Pédagogiquement, ce moment représente la bascule vitale. Contrairement à tant d'autres qui s'y sont abîmés à jamais, Lavilliers a eu l'intelligence de s'arrêter au bord du précipice. Il a radicalement transformé cette énergie sauvage et autodestructrice en une discipline physique et artistique de fer remplaçant la bouteille par le sport de combat et les voyages lointains. Son parcours démontre avec une force incroyable qu'il est possible de traverser l'enfer de l'alcoolisme de jeunesse sans y laisser sa peau en canalisant sa révolte dans la création plutôt que dans l'autodestruction. Cette capacité à survivre à sa propre violence trouve une résonance encore plus spectaculaire et chaotique chez Joey Starr. La moitié du groupe mythique NTM n'a jamais caché que sa vie a longtemps ressemblé à un ouragan dévastateur,
alimenté par le rhum, les substances illicites et une adrénaline incontrôlable. Dans le contexte du hip-hop des années 90, l'ivresse n'était pas une cachette mais un mégaphone pour hurler son existence et sa colère à la face d'une société excluante. Cependant, l'approche éducative de son parcours nous oblige à regarder la vérité en face. L'alcool était chez lui un terrifiant amplificateur d'émotions extrêmes générant une violence légendaire et des comportements erratiques effrayants. Il a lui-même reconnu publiquement avoir frôlé la mort à de multiples reprises, racontant des nuits d'amnésie où il s'endormait avec une cigarette allumée, manquant de réduire sa propre maison et sa famille en cendres. Joey Starr incarnait la mise en danger permanente. Aujourd'hui, bien que l'âge, l'expérience et la paternité aient apaisé le fauve, il porte les lourdes cicatrices de ses années de guerre intime. S'il n'est pas devenu un ascète total, il a dû drastiquement réduire la voilure pour ne pas exploser en vol. Il représente l'exemple fascinant d'une résilience physique hors du commun, un survivant absolu. Mais son histoire est loin d'être un modèle à reproduire. Elle est plutôt un avertissement brutal sur les limites du corps humain face à la toxicomanie. Tous n'ont pas la constitution de Joey Starr pour encaisser de tels chocs physiques et psychologiques. Cette réflexion cruelle sur les conséquences de l'addiction nous amène inévitablement à tirer une leçon définitive sur ce lien toxique entre la création et l'ivresse. Pour clore ce chapitre douloureux et nécessaire de l'histoire musicale française, il est impératif de tirer une leçon éducative claire et sans concession de ces 7 trajectoires croisées. 9 visages à l'origine dans la légende populaire, 7 destins analysés ici avec précision et une même rivière toxique d'alcool qui a traversé, abîmé ou dévasté leurs existences respectives. En parcourant les vies de Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Alain Bachung, Christophe Miossec, Renaud Bernard Lavilliers et Joey Starr, on réalise avec effroi que la ligne de démarcation entre le génie artistique pur et la folie autodestructrice a trop souvent été tracée avec du vin ou des spiritueux puissants. Pour la majorité de ces créateurs d'exception, la sobriété ressemblait à une prison émotionnelle intolérable et l'ivresse à une évasion vitale et immédiate. Ils nous ont généreusement offert des morceaux intimes de leur âme, des chansons qui constituent aujourd'hui le socle de notre patrimoine culturel, mais le prix de ce don a été le paiement d'un tribut physique et psychologique absolument terrifiant à leurs démons intérieurs. La conclusion pédagogique que nous devons impérativement retenir et qui s'inscrit en faux contre des décennies de mythologie rock'n'roll, c'est que l'addiction n'est jamais une muse. Elle ne crée ni le talent, ni l'inspiration, ni la poésie. Au contraire, elle est une pathologie clinique dégénérative qui parasite le don originel de l'artiste, l'engourdit d'abord, puis finit par le détruire totalement. L'alcool agit comme un anesthésiant factice face à des pressions colossales, des angoisses de performance et des blessures intimes non résolues. Les parcours que nous avons étudiés démontrent de manière incontestable que s'en remettre à la chimie pour soigner la psyché est une erreur fatale. Certains comme le flamboyant Brel ou l'élégant Bachung y ont laissé leur santé et leur vie prématurément. D'autres comme Gainsbourg et Renaud ont vu leur image, leur voix et leur dignité se désagréger publiquement sous l'effet de leur double sombre, Gainsbar et Renard. Ces tragédies prouvent que la maladie mentale et la dépendance nécessitent des soins médicaux spécialisés, de la thérapie et de l'empathie, et non des applaudissements complaisants de la part des médias. La santé mentale dans le milieu artistique est un enjeu crucial trop longtemps sacrifié sur l'autel du divertissement de masse. Heureusement, l'espoir et la résilience existent. Des hommes comme Miossec ou Lavilliers nous ont offert de magnifiques exemples de survie, démontrant qu'il est tout à fait possible de s'arrêter juste avant le point de non-retour, de briser le mythe toxique de l'ivrogne magnifique pour sauver l'homme vulnérable. Ils nous enseignent de manière inspirante que la véritable rébellion, le courage ultime dans ce milieu, réside aujourd'hui dans la sobriété et l'affrontement lucide de la réalité. Alors, la prochaine fois que vous écouterez une chanson de ces légendes françaises, écoutez avec une oreille nouvelle. Derrière la perfection des accords de guitare et la beauté poignante des rimes, vous entendrez peut-être le tintement glaçant d'un verre qui se brise. Car la splendeur de l'art naît parfois sur un champ de ruines humaines, et notre devoir en tant que public est d'apprécier ce génie. Tout en retenant la leçon vitale, l'art doit nous élever, jamais assassiner son créateur.